Salut à tous, bienvenue dans les Catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Marcelin Pelatte, qui est le cofondateur avec Vie, sa compagne, de Le Beauté. Le Beauté, c'est quoi ? C'est une marque de thé, c'est un atelier de création d'infusion, mais pas que, puisque par la force des choses, et tu nous raconteras ça dans cet épisode, vous maîtrisez maintenant toute la chaîne de prod, et ça vous permet de faire d'avoir une offre B2B aussi, mais on y viendra. Salut Marcelin, ça va ? Salut Laurent, merci beaucoup de me réinviter pour ce catch-up, je suis très heureux d'être là. Et moi de te recevoir, on a enregistré en juillet 2021, c'était il y a 2 ans. Cette année-là, vous aviez fait 300K de CA. Et c'était beau parce que c'était un petit atelier monté sur mesure, vous étiez sur fonds propres, et bien vous êtes toujours sur fonds propres et vous avez presque triplé puisque tu devrais atteindre entre 800 et 1 million d'euros, entre 800 000 et 1 million d'euros de CA cette année. Pas mal de sujets à voir, mais vous êtes passé d'une marque de thé à la personnalisation, c'est ce qu'on avait vu ensemble avec quelques aventures à cette époque, mais je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, à réécouter cet épisode, c'était l'épisode numéro, je vous le dis tout de suite, 112. Pour ensuite lancer, par cette maîtrise du modèle un peu industriel, un atelier en marque blanche pour des marques, mais tu nous raconteras ça. C'est ça. En fait, on est passé, on a commencé comme une DNVB, après on est passé sur un mode de production un peu artisanal, et aujourd'hui on touche à la pierre industrielle. On a un parcours de production croissant. Et alors c'est marrant parce que quand on avait fait le premier épisode, tu m'avais raconté que vous aviez commandé une machine en Asie. De mémoire, je crois que vous n'aviez jamais réussi à la faire marcher ou ça avait été une grosse galère et puis finalement ça n'avait pas marché, c'est ça ? Ouais. Des machines qui n'ont pas marché, on en a plusieurs au catalogue. Des machines qui n'ont pas marché, vous en avez plusieurs au catalogue. Ah oui, vous aviez fait des tests. Et tu nous raconteras, mais aujourd'hui, vous avez à nouveau des machines. Et c'est ce qui vous a permis, presque cet accident, de lancer un modèle industriel. Ouais, totalement. Ok. Maintenant, on a un vrai outil de production industrielle. C'est devenu une partie de mon métier, de gérer des machines... des techniciens. Alors gérer des machines et des couturières, parce que c'est marrant, on discutait là justement de l'atelier Le Beauté. Et une grosse partie c'est de la couture aussi. Ouais. En fait, quand tu rentres aujourd'hui dans l'atelier, tu as des bureaux où j'ai l'équipe market commerciale. Après, j'ai une partie imprimerie où j'ai des personnes qui s'occupent en fait des impressions, mais aussi du façonnage du papier. On découpe, on façonne, etc. On a un atelier de couture. Donc là où tu as des couturières, tu as différents types de machines et des couturiers, j'ai pas que des couturières. J'ai une machine où je fabrique la mousseline en coton et j'ai une partie spécifique au CHR, café, hôtel, restaurant. On fait des packs un peu différents qui sont spécifiques en fait à ce que demande ce segment-là. Du volume, du quoi ? Par exemple, ils veulent des suremballages individuels que nous on fait en sueur de bois et c'est un film transparent qui a l'air d'être du plastique mais qui n'est pas du plastique. Et c'est du bois ? Et c'est du bois, ouais. Je vois le suremballage qu'on a au restaurant. Ouais, voilà. Et transparent, dans un plastique transparent. Enfin, dans ce qui semblait être du plastique, c'est du bois. Ça. Ouais. Tu as sans doute plusieurs matières possibles, mais en tout cas, nous, ce qu'on utilise, c'est de la sueur de bois. Okay. Et en fait, c'est biodégradable et compostable home compost. C'est-à-dire que tu le mets dans de la terre chez toi, ça devient de la terre. Ouais. Et ça, en fait, toi, c'est quelque chose qu'on a développé spécifique pour le CHR et ça a été un vrai investissement parce que pour mettre ça au point, et ça a été un gros fail au début parce que le produit il est génial mais tout le monde dit mais ça ressemble trop à du plastique, tu vois. Je t'avoue que j'aurais jamais imaginé, enfin j'en ai peut-être vu, je sais pas si j'en ai vu mais je vois à peu près, c'est totalement translucide. Ouais. J'aurais jamais imaginé que c'était du bois. Ouais, et ça c'est le problème en fait, c'est pour ça que ceux qui commencent à arriver sur ces matériaux-là, ils marquent en gros dessus ce n'est pas du plastique. Tu vois, il y a besoin d'accompagner un peu les gens sur le fait que ce soit pas du plastique parce que ça y ressemble trop. Mais c'est vraiment des produits, je pense, d'avenir.
Et du coup, voilà. Et du coup, l'atelier, on a toutes ces parties de production. Et en fait, aujourd'hui, on est totalement autonome sur toute la fabrication des sachets de thé, mais on peut lancer une marque totale de A à Z, quoi. Vous êtes autonome et ça fait partie des sujets qu'on abordera parce que dans ce domaine, surtout sur la partie mousseline, donc la mousseline c'est le petit sachet dans lequel les feuilles de thé sont et qu'on trempe dans sa tasse. Sur la mousseline, il y a assez peu de fabricants en France, il y en a un, c'est ça, de manufacture. En fait, il y a très peu de fabricants même dans le monde. Hein. Ok. La mousseline en coton, parce que tu as plein de types après de sachets de thé, tu as du nylon, tu as de l'amidon de maïs, etc. Mais sur la mousseline en coton, en fait, les gros fabricants dans le monde, c'est les Marocains. Les Marocains, ils ont des grosses usines avec des milliers de salariés. Mais en fait, ils ont des couturières qui coûtent tellement pas cher. Enfin, je sais pas si on appelle ça un SMIC au Maroc, mais le salaire il est tellement bas qu'ils arrivent à avoir des produits compétitifs. Et en fait, pour pouvoir produire ce type de produit en France, on est obligé de mécaniser une partie. Et il n'y a pas de machine qui existe. Et en fait, c'est ces machines qu'on est obligé de recréer pour pouvoir être compétitif sur ce type de produit et industrialiser le modèle en France. C'est ça le petit twist là. Ok, compris. Et le fait d'industrialiser en fait en France et d'être sur des prix compétitifs, c'est chouette parce qu'on est plus en circuit court. Mais pour nos clients, c'est chouette aussi parce que quand tu envoies des plantes au Maroc, c'est une vraie galère avec les douanes de les expédier et que eux te renvoient, etc. Et en fait, tu supprimes de produire en France, c'est bien pour le bilan carbone, etc. Mais c'est aussi pratique. C'est aussi pratique, voilà. C'est aussi beaucoup plus simple. C'est parce qu'un enseignement, ça. Produire en France, c'est aussi pratique. On ne dit pas souvent. Et je fais pas de remarques sur recevoir des plantes du Maroc. Ça fait partie des sujets qu'on va aborder. Ça a failli vous faire mourir de perdre ce partenaire qui était sur la mousseline. Tu nous expliqueras pourquoi, comment. Vous êtes devenu du coup par accident créateur de marques de thé pour d'autres marques en marque blanche. Hyper intéressant. Tu as arrêté la pub sur Meta. Tu dépensais 100K 100 000 euros l'année où on a enregistré. Aujourd'hui, tu dépenses plus rien pour le même chiffre. Ouais. Exactement. Et puis tu as arrêté la diversification. Vous êtes lancé sur pas mal de produits, puis vous êtes recentré sur le sujet principal qui est le thé. Ouais, et on réduit le nombre de références, on réduit tout et on travaille vraiment sur ce qui fonctionne. Ce que tu me disais, c'est que plus c'est... moins c'est plus. Moins c'est plus c'est moins. Ça va dans les deux sens. Et puis, si on a le temps, mais je suis certain qu'on l'aura, on abordera aussi 2-3 petits sujets dont on parlait autour du café, mais la communauté e-commerce, les événements auxquels tu participes ou pas d'ailleurs, ce qui t'apporte des choses. Comment faire du réseau de qualité. Et voilà, ça nous fait pas mal de beaux sujets. Raconte-moi le beauté déjà pour commencer et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Le beauté, aujourd'hui, c'est un atelier de création d'infusion. À l'origine, on a commencé avec une marque de thé qui est distribuée en épicerie fine, en concept store, sur notre e-shop. Et un jour, par hasard, on a commencé à personnaliser des sachets de thé. Donc, on l'a fait en B2B, en B2C. Typiquement, toi, les exemples que j'aime bien donner, c'est une jeune femme qui est enceinte, qui a envie d'annoncer sa grossesse à ses proches. Elle nous envoie une échographie, on l'imprime sur des sachets, elle offre le sachet de thé, enfin la boîte de sachet de thé, et ça fait un cadeau super ludique et super viral parce que ça crée des émotions, les gens prennent des vidéos, etc., etc. Et ça nous a permis en fait de nous développer sur tous les segments du cadeau que tu peux imaginer. Et ça nous a obligés à savoir produire des nouveaux types de sachets de thé. Tu vois, on est les seuls à fabriquer des sachets comme ça. Ça n'existe pas avec des enveloppes en papier. Alors, ce qui me montre, c'est un sachet de thé qui est dans une enveloppe. Donc, la mousseline elle-même est dans une enveloppe en papier qui est imprimée et cousue. Ouais, cousu à la main. Ouais. Et tu as aussi le tag, le petit bout de carton qui sort et qu'on fabrique aussi sur mesure. Donc, en fait, on peut vraiment tout personnaliser. Donc, pour un sachet de thé, tu as à peu près 5 opérations humaines. En fait, c'est un produit pas à forte valeur ajoutée, mais sur lequel il y a beaucoup d'étapes de production. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est les seuls à maîtriser toutes ces étapes, parce que c'est un métier qui est un peu une galère. Au final, ça fait beaucoup de production pour pas beaucoup de valeur ajoutée sur un... Mais du coup, est-ce que c'est une bonne idée ? En tout cas, nous, on l'exploite bien. Mais je pense que c'est pas le business le plus rentable. Mais du coup, ça nous laisse un segment et on peut offrir plusieurs possibilités à nos clients. Donc, Et ensuite, voilà. Et du coup, ça nous a
obligés à maîtriser plein de process de fabrication. À l'origine, on ne se destinait pas à être des fabricants. Et on a été beaucoup plus loin et aujourd'hui, on a remonté vraiment en amont et on sait tout fabriquer. Ça nous a ouvert plein de marchés qu'on n'imaginait pas. Mais ça, on y viendra peut-être après. On y viendra, mais surtout en teaser, je peux vous dire que le B2C qui représentait 100% du biz avant, aujourd'hui, demain plutôt, l'année prochaine, tu le vois plutôt autour de 20-30%. Ouais, exactement. Et le reste en B2B. Exactement. Ok. Cool. Allons-y, raconte-moi ton industrialisation. En fait, on s'est rencontrés en 2021. À ce moment-là, c'était bien, on avait de la croissance, on maîtrisait déjà pas mal, une bonne partie de la chaîne de production. Il y avait une étape, c'est le moment où on plie la mousseline, où on avait besoin d'un sous-traitant sur ce sujet-là. Et on rencontre ce sous-traitant à la fin de l'année en lui disant ok, ça va bien pour nous, on pense doubler nos volumes l'année prochaine, etc. Et lui vient nous rencontrer et il nous dit écoutez les gars, il y a un de vos concurrents avec qui j'ai signé un deal important qui vous exclut en fait du deal, donc je pourrais plus vous accompagner sur cette partie-là. Et nous, à ce moment-là, on a à peu près 6 mois de stock. Et après ça, on n'a plus de produit, quoi. Parce qu'en fait, sans cette étape-là, moi, j'étais incapable de produire. C'était une étape clé dans... Et tu voulais pas aller au Maroc ? Et je voulais pas aller au Maroc, quoi. Et en Europe, ailleurs, tu trouvais pas de solution ? Non. Et il n'existe pas de machine. C'est-à-dire que dans l'industrie du thé, il existe des machines pour plein de technologies de sachet de thé. Enfin, je sais pas si on dit technologie, mais de type de sachet de thé, si tu veux. Mais pas pour le coton. Ok. Et l'industrie, parce qu'en fait, le coton, c'est pas automatisable. Si tu veux, le papier, l'amidon-naïs, le nylon, tu peux faire des machines qui sont automatiques. Donc, tous les industriels, ils ont opté pour ces solutions-là et pas pour des solutions où tu as besoin de couturières, tu vois, forcément. Et du coup, il y a personne qui a développé des machines et en fait, tu peux pas en acheter. Donc, en fait, si on n'avait pas sur cette techno-là, on pouvait plus produire. Alors, c'est un truc qui doit arriver, qui peut arriver à tout le monde. Comment tu réagis à ce moment-là ? En gros, il y a un fournisseur et un concurrent préempte le fournisseur. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je pense que j'essaie de contacter du coup ce concurrent. C'était en quelle année ? Ça devait être en 2021 ou début 2022. Donc, 6 mois après l'enregistrement. Ouais. C'était encore un moment où tu aurais pu dire bon, tant pis. Non, moi j'ai tout mis dans cette boîte. Okay. Tu sais, toute ma vie. S'il n'y a plus cette boîte, j'ai plus rien. Tu vois, genre, je me suis mis vraiment full risque dessus. Et du coup, moi, je pense qu'à ce moment-là, on est mort, quoi. Du coup, je contacte ce concurrent en question et je lui dis pourquoi tu nous fais ça, tu veux pas qu'on discute, etc. Et impossible de rentrer en contact avec lui, il veut pas nous parler. Le sous-traitant en question, il essaye d'organiser une rencontre, pas possible. Et à ce moment-là, je dis à Vi, du coup, mon associé, je lui dis, on est mort, quoi. Dans 6 mois, la boîte, elle est finie. On a plus de... Et moi, j'ai pas envie de faire autre chose que du coton. Pour plein de raisons. Je pense que je suis ultra convaincu que c'est le meilleur sachet de thé qui existe. C'est la meilleure qualité. Je veux faire du premium. Je veux pas rentrer dans d'autres segments. Mais en fait, du coup, si on peut plus fabriquer des sachets de thé en coton, y a plus de boîte, quoi. Et Vi, elle me dit à ce moment-là, tu vois, Vi, c'est une Vietnamienne, et elle est jamais abattue. Enfin, elle est jamais à terre, tu vois, elle se relève tout le temps. Psychologiquement, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que moi. Et elle me dit qu'est-ce qui pourrait nous faire survivre ? Si tout était possible, qu'est-ce qui pourrait nous faire survivre ? Et du coup, je lui dis de maîtriser cette technologie-là. Mais il n'y a pas de machine, ça coûte trop cher de développer une nouvelle machine from scratch. Et en plus, on a déjà plein d'expériences loupées sur ce sujet-là, etc. Elle me dit mais si, t'inquiète pas, on va y arriver, on va trouver des solutions. Non. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, on s'est décuplé notre énergie parce que comme on savait qu'on allait mourir, quand tu cherches une solution à un problème mais que c'est pas vital, je pense que tu la trouves moins vite que quand tu sais que tu vas mourir bientôt. Ah c'est une évidence. Et, ouais. Et là du coup on s'est mis en mode combat, il n'y avait plus que ça qui comptait et en fait on a trouvé un ingénieur qui a développé la techno et comme on avait un peu d'expérience et on avait un peu plus de cash, parce qu'en fait à ce moment-là on était en train de développer aussi en fait, on a été chercher des fonds pour industrialiser le segment CHR, donc café, hôtel, restaurant. Donc, on avait du cash pour ça. Et du coup, on a été chercher plus de cash pour cette partie qui nous a permis de financer la techno pour la mousseline. Et en fait, du coup, ce concurrent, ils ont essayé de nous supprimer de la carte et ça nous a permis de développer notre techno. Et maintenant, on est full autonome sur tout. Donc, c'est-à-dire que personne peut... on peut être... Sur la partie prod, t'es insubmersible. Ouais, insubmersible. C'est-à-dire, vraiment, je maîtrise toute la chaîne
de production et je sais tout faire. Ok. Et quelles ressources tu vas chercher? Donc tu avais des fonds parce que tu avais une subvention, c'est ça? On a été chercher vraiment partout. Et la machine, tu l'as créée? Ouais. Il n'y a pas de machine qui existe? Il y avait... des bouts de machines, enfin. Ouais, voilà. Et du coup, il y avait des plans de certaines machines, mais qu'il fallait modifier, etc. Et du coup, cet ingénieur, il nous a recréé vraiment la machine qu'il fallait. Et d'ailleurs... en 6 mois? Enfin... là, on a commencé la machine là, opérationnelle depuis fin 2022, donc un peu plus de 6 mois. Quoi. Un peu plus de 6 mois. T'as déposé un brevet? Non, mais de toute façon... Si c'est la seule machine qui existe de ce type au monde... Bon, en même temps, la demande est peut-être pas immense. Mais ouais, et puis mon but, c'est pas de vendre des machines. Enfin, okay. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, ouais. Et merde, j'ai perdu le fil. Je te demandais, pardon, comment vous avez conçu la machine? Tu avais des fonds? Quelles ressources t'allais chercher? Tu veux dire au niveau des financements? Non, tout, même chez toi. En fait, moi, j'étais... Il faut beaucoup de résilience, quand même. C'est dur de se prendre des murs. C'est quand même au pied du mur qu'on met le mur, comme disait l'autre. Et même quand la machine, elle est sortie, elle a été livrée, si tu veux, c'est des machines c'est des machines spéciales qui n'existent pas. Si tu veux, c'est pas comme une machine à coudre qui est fiabilisée depuis, je sais pas, 150 ans. Là, à chaque fois que tu dévisses un peu un boulon, elle marche plus. Et t'as plein de boulons partout, t'as pas de notice, t'as personne qui a fait passer des produits dessus. Dès que tu changes de plante, ça pète. Enfin, et pendant 3 mois non-stop, j'ai fait... De plante? Par exemple, tu fais passer du rooibos ou... Ah oui, de plantes de thé, pardon. Ouais, ouais, parce que c'est pas la même granulométrie, c'est pas le même... chaque petit détail, à chaque fois, c'est un combat. Et pendant 3 mois, j'ai arrêté de... Je répondais même plus aux mails ou quoi. Je faisais que de la machine tous les jours parce qu'en fait, avant de mettre un technicien dessus, moi, il fallait que je comprenne comment ça fonctionne. Parce que tu peux pas faire venir quelqu'un et dire, voilà, tu peux gérer la machine. Personne sait comment ça fonctionne, mais... Et puis le fabricant, en fait, il te fabrique la machine, il arrive à la faire tourner une fois, mais lui, il a pas fait 50 séries avec plein de plantes. Tu vois, genre c'est un... Donc tu as un premier enfer qui est le principal manufacture te sort, la principale manufacture te sort. Tu as un deuxième enfer qui est maintenant tu as des machines, un truc que tu avais quitté, tu avais des couturiers et couturières, maintenant tu as de nouveau des machines. J'y retourne, ouais. Tu y retournes, ok. Et c'est la seule solution pour survivre. Et du coup, en fait, aujourd'hui, du coup, on travaille avec cet ingénieur et en fait, on a d'autres projets de développement de d'autres machines. Et en fait, pour continuer d'automatiser la ligne ou pour dupliquer des machines? Pour d'autres produits. Ok. D'autres produits, on a d'autres produits. Par exemple, on fait des cartes à infuser. C'est comme une carte postale que tu peux personnaliser où dessus tu as un sachet de thé. Et ça, les clients s'en servent par exemple pour faire de la prospection. Tu sais, au lieu d'envoyer un mail, tu envoies une carte postale avec un sachet de thé dedans. Et en fait, tu as à peu près 100% de taux d'ouverture. Et les gens par exemple, on a un cabinet de recrutement qui fait ça. Ils recrutent des commerciaux. Et en fait, il a du mal à les contacter sur LinkedIn ou quoi, parce que les gens, ils se font contacter en permanence. Et quand il leur envoie une carte postale avec un sachet de thé, dessus, il marque « T'es chaud pour un rendez-vous ». Et ben en fait, il a un taux de retour super important. Et quand il nous commande 500 cartes, qu'il envoie à 500 personnes et qu'il passe genre une personne, je sais pas, c'est 10 000, 15 000 euros. Et ben en fait, il est rentable en envoyant des cartes avec des sachets de thé dessus. Quoi. Et du coup, c'est un peu... Et ça fait la diff. Et ça fait la diff. Et les gens, ils se souviennent. Et en plus, c'est sympa de commencer une relation par un cadeau. Et c'est simple, ça coûte pas cher. Et par exemple, typiquement, cette carte à infuser, on en vend tellement que on est en train de développer une machine pour... toi, il y a des encoches dessus pour les faire de façon automatique. Et en fait, maintenant qu'on on est dans ce truc de fabriquer des machines, à chaque fois qu'on a un problème, on se dit, tiens, on pourrait pas fabriquer une machine. Ok. C'est quoi, c'est carte de vœux sur votre site? Je voudrais voir à quoi ça ressemble. Non, c'est pas ça. Tu vas dans Pro, dans l'onglet Pro, et tu as la carte infusée, la double... Dans Pro, tu as toute la collection. Catalogue Pro. Ah oui, pardon. Pro, tout le catalogue, toute la collection Pro. Ouais, et tu as la carte infusée. La carte infusée. Ok. Et tu as la double carte infusée aussi. Après, on s'amuse. Mais tu la mets dans une enveloppe, rassure-moi. Oui, ouais. Ok. Question con, pardon. Donc un deuxième enfer. Ouais. Et voilà. Et du coup, on se retrouve avec toutes ces machines. Plus de machines, plus de problèmes. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que plus tu multiplies les machines... Par exemple, tu as un technicien qui vient pour une machine à coudre, mais lui, il y connaît rien à la machine à mousseline, il y connaît rien à la Flopac, il y connaît rien à... Et en fait, chaque machine nécessite... La Flopac? La Flopac, c'est ce qui fait les surenveloppes individuelles transparentes, c'est pour le CHR. En bois? En sur de bois, ouais. Et ouais, chaque machine, c'est des techniciens différents, c'est des savoir-faire différents. Et en fait, quand tu as une machine sur laquelle tu as un problème, parce que nous, on n'a pas... Souvent, dans les industries, ils ont les machines en double. Comme ça, quand il y a un problème sur une machine, ils passent sur l'autre. Mais nous, on n'a pas toutes les machines en double. Donc, quand on a un problème sur une machine, la prod, elle s'arrête. On est obligé de réparer.
Et en fait, voilà, tu passes ton temps à réparer des machines, à avoir des problèmes, etc., etc. Et t'as les commandes qui arrivent, il faut que tu délivres et t'es dans cet état de stress où, en fait, on avait le sachet de thé personnalisé tel que on faisait à l'origine. Donc ces process, là, on est super rodé, on peut en faire des dizaines de milliers par jour. Mais la nouvelle activité, la full production des mousselines, etc., c'est une nouvelle activité qu'on est en train d'apprendre. Et en fait, on avait réussi à processiser la première et là, on se relançait dans une autre activité qui est super proche, mais qui a un autre savoir-faire. Et du coup, il faut aller tout réapprendre, etc. Et en fait, on s'est dit, ouais, on se lance dans un truc, c'était lourd, quoi. Mais par contre, ça nous a ouvert des nouveaux marchés. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait plein de marques autour de nous qui avaient besoin de lancer leur marque de thé. Et en fait, on a failli mourir parce que on allait perdre cette techno-là. Mais le fait de la maîtriser, en fait, maintenant, ça nous permet de démocratiser à fond ce type de sachet de thé. Et aujourd'hui, tu viens chez nous avec 2000 €, on lance ta marque de thé. Et on le fait pour des marques de nutrition, de compléments alimentaires, de cosmétiques. On le fait pour des géants mondiaux. On le fait même pour un GAFA, dont j'ai pas le droit de citer le nom. Et en fait, c'est dingue. Et toutes les marques qui ont besoin de lancer une marque de thé, où le thé, c'est pas leur core business. Aujourd'hui, tu as des produits cosmétiques, de beauté, de sport, de santé, enfin bref. Tu veux lancer ta marque de thé, tu viens chez nous. Tu vois ce qu'on fait, on a un use case, c'est le beauté, tu vois, la finition de nos produits, la qualité. Et bien en fait, ça plaît à fond en marque. Mais ça, les autres peuvent pas le faire ? Qu'est-ce qui vous différencie ? En fait, aujourd'hui, les industriels qui peuvent fabriquer, souvent ils fabriquent une partie de la chaîne. Parce qu'ils font des gros volumes avec des grosses marques, ils maîtrisent pas toute la chaîne de production. Donc, si tu es une marque de thé et que tu as envie d'aller voir plein d'industriels pour fabriquer ton sachet de thé, tu peux. Mais si tu veux quelque chose de tout clé en main, en petite série, nous, on est capable de le faire. Et c'est ça qui fait la diff, en fait. Ok, clé en main, haut de gamme, petite série. Et ce qui est ouf, c'est que comme on maîtrise cette techno-là, aujourd'hui, on a même des concurrents à nous qui viennent nous voir et on fabrique pour d'autres marques de thé aussi. Et moi, ça m'a fait halluciner parce que je pensais pas que c'était possible. Et du coup, on devient vraiment un fabricant. Tu fabriques pour d'autres marques de thé ? Ouais. Mais tu fabriques quoi ? Des sachets de thé. Des sachets de thé. En marque blanche. Et pourquoi ils viennent te voir toi ? Parce qu'on maîtrise justement cette techno-là. Ok, c'est drôle. Bah ouais. Donc une grosse menace qui a failli vous faire mourir. On était à 2 doigts de mourir. C'est même pas failli, c'était... Il y a un moment, on était morts. on était déjà morts. Et ça nous a ouvert une porte, mais de malade, parce que en fait, de maîtriser toute cette chaîne de production, aujourd'hui, on apporte des solutions à des marques. Et en fait, sur le marché, il n'y a personne qui sait maîtriser toute la chaîne de prod. Et nous, on te fait des petites séries de A à Z. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les industriels, quand ils lancent, par exemple, quelqu'un qui fabrique des sachets de thé, quand il lance sa propre marque de thé, un industriel qui existe depuis, 50 ans, il lance sa marque de thé, souvent, c'est des produits ils n'arrivent pas à faire des succès avec leur propre marque parce que c'est pas leur métier, c'est pas des cabinets de design, c'est pas des DNVB, etc. Et en fait, nous, on l'a déjà fait avec le beauté, qui est notre use case, et les marques de cosmétiques, les marques de luxe, etc. Elles voient ce qu'on a fait, elles disent, nous, on veut la même chose. On veut la même finition, la même dorure, le même embossage, la même créa, etc. Et en fait, c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. Ils savent qu'on l'a déjà fait. Nos produits sont distribués dans les grands magasins. On travaille avec un chef étoilé. On a déjà validé toutes ces étapes. Et en fait, le beauté, ça devient notre meilleur use case. J'allais le dire, ça devient ton use case. C'est ta carte de visite pour les signer des clients B2B. Parce que si tu lances une offre B2B avec la création de thé en marque blanche, la question suivante pour moi, c'était quid de ta force de vente ? Enfin, tu vois, il faut aller le vendre. Et c'est plus facile d'aller vendre... je sais pas, 5 000, 10 000 euros à une marque qui veut lancer sa marque en thé que d'aller séduire du B2C, mais il faut des vendeurs. Donc pour l'instant, c'est que de l'inbound ? Ouais, on fait que de l'inbound. Notre progression en B2C, ça nous a fait croître et en fait, ça nous a fait découvrir par pas mal de monde. On fait beaucoup de LinkedIn aussi. On raconte beaucoup de notre vie sur LinkedIn, ce qu'on fait, les étapes de production, etc. Et donc les gens, ils voient qu'on fabrique des marques pour d'autres. Okay. Et ça nous fait beaucoup de demandes entrantes. Et il y a aussi le fait qu'on soit bien positionné en SEO sur tous les mots-clés, sachets de thé personnalisés, etc. Et du coup, les gens qui cherchent à personnaliser des choses, des fois c'est des marques, des fois c'est des industriels, et du coup on ressort aussi là-dessus. Mais question con, je suis je sais pas, une grande marque de luxe internationale, vous en avez en client, je veux lancer ma marque de thé ou une déclinaison de thé ou même en événementiel du thé.
Je peux être séduit par le use case et le côté très premium de ce que vous avez fait. Il y a de l'embossage, il y a une belle impression. Enfin, c'est joli. Le thé, c'est important aussi. Ouais, clairement. Le thé en lui-même, enfin, tu vois les feuilles qu'il y a à l'intérieur. En fait, on a deux façons de fonctionner aujourd'hui. Tu peux venir avec tes propres recettes. Il y a des grandes marques de cosmétiques qui viennent et qui nous disent moi, je veux telle plante parce que dans mes crèmes, il y a telle plante, donc je veux que ce soit un rappel de la crème, etc. Okay, donc dans ces cas-là, on peut faire tes recettes sur mesure. Mais on peut aller très loin dans la recherche de plantes, etc. Des fois, on met 6 mois à mettre en place une recette. On travaille avec des labos, etc. On peut même aller chercher des allégations. On travaille avec des agences qui sont spécialistes là-dedans. Ouais. Enfin, vraiment, on peut vraiment trouver des solutions à tout. Ou tu peux travailler aussi avec nos propres mélanges. Des propres mélanges qui sont déjà validés par plein de restaurants, etc. En fait, ça dépend le degré de complexité que tu veux mettre, mais on est capable de t'accompagner sur tout. Et ta marque vraiment de A à Z. Et en fait, par exemple, les grandes marques de cosmétiques, les groupes internationaux dont tu parlais, ça dépend des... Que tu peux pas citer, on a bien compris. Mais en fait, ça dépend de leur projet. Il y a vraiment tous les cas. Il y a ceux qui veulent des produits un peu événementiels ou par exemple pour leur spa, leurs instituts de beauté, ce genre de choses. Ou qui veulent pas forcément des produits qui soient des recettes spécifiques. Et ou quand c'est un produit qui est commercialisé souvent en bundle avec leurs autres produits cosmétiques, là ils veulent des recettes spécialisées et du coup là on va un peu plus loin dans la création. Ok. Et pour rester sur le sujet de la force de vente, donc aujourd'hui c'est que de l'inbound, tant mieux. Parfois l'inbound se tarit ou alors il est pas qualifié. Est-ce que vous réfléchissez à monter une force de vente, à aller chercher en proactif de l'outbound des clients B2B? Ouais, et en fait j'ai plein d'idées pour ça. J'ai plein d'idées pour ça. En fait, tu vois, je sais pas si je peux en parler. Tu me demandes à moi si tu peux en parler ou tu hésites à en parler? J'hésite à en parler. Ah bah non, ne dis pas ce que tu veux pas dire. Ouais. Mais en tout cas, t'as des idées quoi qui concernent la force de vente ou des techniques pour aller chercher des clients B2B? Les deux. En fait, moi, je suis passionné de développement commercial. À l'origine, toi, je suis sales et c'est mon job de faire ça. Là, je me retrouve dans la production aujourd'hui, mais je deviens un petit directeur d'usine et c'était pas du tout mon but et en vrai, c'est pas ma passion. Enfin, tu vois, moi, j'adore lancer des produits, développer des nouveaux projets, etc. Et donc, j'attends de bien stabiliser ma prod pour qu'elle puisse absorber énormément de volume pour me consacrer au développement commercial. Et là, je vais m'amuser. J'ai plein d'idées. Parce qu'en fait, tu vois, lancer ta marque de thé, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et c'est compliqué d'aller chercher dans la production. Et moi, je veux le démocratiser à fond. Je veux que demain, tu puisses lancer ta marque de thé, mais directement en ligne. Que ce soit simple. Que tu n'aies même pas besoin d'avoir d'interlocuteur, en fait. Ok. Un peu comme les imprimeries en ligne, tu vois. En self-service. Ouais. Le Vistaprint du thé, quoi. C'est moche dit comme ça. Énormément de respect pour Vistaprint. Hein, mais... On sera un peu plus premium. Ouais. Ok, intéressant. Mais du coup, ça peut être en bundle dans des endroits où je vais déjà chercher j'allais dire goodies, mais de la personnalisation de produits, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est différents marchés parce que quand tu parles de goodies, du coup, ça fait référence au marché de l'objet publicitaire. Ouais. Ça, c'est un marché qui est très particulier, qu'on adresse aussi, mais qui est un segment avec des offres spécifiques. Et la fabrication de marques de thé en marque blanche, c'est pas du tout les mêmes produits, c'est pas les mêmes offres, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes volumes. Enfin, en fait, c'est vraiment deux marchés que tu dois dresser très très différemment. Je comprends. À quel problème tu réponds quand tu crées une marque de thé en marque blanche pour la marque cliente? Le problème auquel je réponds, c'est que je sais créer des produits de qualité en France. Non, mais quel est son problème? Quel pain tu viens résoudre? Que je peux produire et que sans moi, elle peut pas produire. Donc ta marque cliente, la marque de luxe, allez, on va dire, je sais pas, c'est pas elle parce que tu me l'as pas dit, j'en prends une au hasard, Hermès. Hermès vient te voir pour produire une marque de thé. Pourquoi ils le font et alors je comprends qu'ils le font avec toi parce que toi tu as l'outil industriel, mais pourquoi ils le font eux? Pourquoi ils lancent une marque de thé? Ouais. Les clients que tu as, pourquoi ils lancent des marques de thé? Parce que c'est un produit complémentaire. Non mais un GAFAM, pourquoi ils lancent une marque de thé? C'est pas de la pub? Non, là c'est pour en interne. Ok. C'est pour ses salariés, c'est pour... Le thé du patron, j'adore. Ok. Non mais ouais, c'est pour... ça c'est... En fait, tu peux le faire en interne quand tu as des milliers de salariés, ça fait sens. Que tu as envie de brander, de laisser les gens un peu dans ton univers.
Et quand t'es Hermès, c'est pour des produits additionnels pour accompagner tes produits qui sont déjà en cours. Et le thé, c'est sain, ça répond à plein de choses. Tu peux aller chercher plein de saveurs. Ça accompagne bien en fait plein de typologies de produits. Cool. Tu l'as dit et ça me permet de faire une transition, mais que tu t'es lancé sur LinkedIn. Alors tu m'en parleras tout à l'heure, mais surtout tu t'es lancé sur LinkedIn parce que vous avez complètement arrêté. Enfin, t'as accéléré sur LinkedIn parce que vous avez complètement arrêté Meta. Ouais. En fait, alors nous, pour la petite histoire, on était financé par Silver. Silver, c'est une belle startup qui fait du revenue-based financing. Donc en gros, ils financent la croissance, ils avancent des fonds pour que vous puissiez faire de l'achat média. Alors ça marche dans le SaaS et dans l'e-commerce, de l'achat média avec un décalage de remboursement à, je crois que c'est 2 mois, un truc comme ça. Ouais. Et c'est grâce à le fondateur s'appelle Nima. Tout à fait. Qui est passé sur le panier. Ouais, et Nima nous a fait confiance au tout début et franchement, il a pris un risque en venant nous voir et encore merci à lui. Et en fait, c'est grâce à Silver qu'on a vraiment décollé et on a dû dépenser, je pense, la première année à peu près 100 000 euros sur Meta. Et en fait, ça nous a permis de nous faire connaître. Et sans ça, on n'aurait pas eu cette petite notoriété qu'on a aujourd'hui. Mais on a toujours été mauvais en campagne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des ROAS qui atteignaient 10 comme... Certains de mes invités sur le panier. Ouais. Quoi. Et en fait, nous, ça nous allait parce que... Le ROAS, pardon, c'est le Return on Ad Spend. C'est pour 1 euro investi, combien je génère de CA. C'est ça. Et en fait, nous, ça nous allait parce qu'en fait, en B2C, on était plus ou moins rentable, mais ça nous faisait découvrir en B2B parce que notre persona elle-même. Et du coup, ça nous permettait de développer notre B2B à côté. Mais quand il a commencé à avoir des problèmes avec les cookies, etc., enfin que l'acquisition est devenue beaucoup plus dure, nous, on est arrivé sur des coûts d'acquisition qui étaient exorbitants. Et comme on n'était déjà pas très bon à l'époque, on a décidé de tout arrêter. Mais du jour au lendemain, on est passé d'à peu près 8 000, 10 000 euros par mois à 0. Mais là, tu prends cher, non? Enfin, ta prod s'arrête, Non, parce qu'on avait le B2B à côté. Ok. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ma team de créa, qui sont 3, elles passaient leur temps à faire des pubs. En fait, l'agence qui dépensait l'argent sur Meta, du coup, ils étaient très demandeurs de plus de visuels, de plus de vidéos, de plus de tout. Et du coup, eux, ils passaient... Tu sais, on couvre tous les événements. Saint-Valentin, fête des mères, fête des grands-mères, etc., etc. Et du coup, tu dois te renouveler en permanence les campagnes de pub pour tous ces événements. Et en fait, elle travaillait presque que pour faire des pubs pour l'agence, avec des coûts d'acquisition qui étaient claqués au sol. Et ma prod, elle était surchargée par des commandes qui n'étaient pas rentables. Mon SAV était surchargé par des commandes qui n'étaient pas rentables, etc. Et en fait, le jour où on a arrêté, j'ai retrouvé du temps dispo de mes sérénité presque. Ouais. Et pour pouvoir travailler sur des projets à plus grosse valeur, parce qu'en fait, on faisait du vent avec ça. À la fin, tu vois, genre... Ah, tu fais du volume. Tu fais du CA, pas margé, mais tu fais du CA. Ouais, mais bon, c'est pas margé, c'est la fin, pas loin, quoi. Surtout pour une petite boîte comme nous. Et en fait, du coup, d'arrêter Meta, ça nous a permis de prendre plus de temps pour développer des produits, des nouvelles offres, des nouveaux catalogues, etc. Et en fait, ça nous a permis de nous consolider et d'arrêter de courir dans tous les sens pour des commandes qui n'étaient pas rentables, quoi. Et on a arrêté totalement Meta, on s'est mis 100% sur LinkedIn. Et le truc, c'est que Insta, Facebook, moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Enfin, je le faisais parce qu'il fallait le faire. C'est un super canal d'acquisition quand on le maîtrise bien et que c'est... Et puis, tu vois les exemples de tes potes qui cartonnent sur Insta et tu te dis, pourquoi pas moi, quoi. Mais quand t'aimes pas profondément ça, je pense que tu performes pas parce que soit t'as beaucoup d'argent ou soit t'adores ça et tu passes beaucoup de temps. Et moi, j'avais aucun des deux et du coup, je pense que c'est... Je reviens quand même sur ce que tu disais là, c'est intéressant, sorte de cercle vicieux. L'agence avec laquelle vous bossiez, bon, c'est un peu, c'est là où il faut faire gaffe quand on a trop de cash, mais c'est le cas avec les levées de fonds. C'est pas parce qu'il y en a trop ou qu'il y en a que c'est open bar. Mais donc l'agence te demandait des assets, les assets, ton équipe créa croulait sous les demandes d'assets, ça générait de la vente, enfin bref, qui était pas quali, qui était pas rentable, du SAV qui est pas quali, pas rentable, et ça tourne en rond. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as l'impression de faire, t'as beaucoup de flux dans ta boîte, mais en fait, ta trésor elle baisse et les problèmes ils augmentent. Enfin, t'es dans un cercle qui est pas sain, quoi. Et en fait, comme t'as du cash dispo, tu continues de le dépenser et tu fais pas gaffe, quoi. L'enseignement, c'est quoi là? L'enseignement, c'est qu'il vaut mieux faire moins mais mieux. Moins mais mieux. C'est marrant parce qu'on tourne sur ces sujets. Moins mais mieux, on en parlera aussi sur la diversification que t'as arrêté. Un peu la maturité. Ouais, et sur le...
Mais tu vois, je pense qu'avant, j'étais un ultra d'aller vendre sur tous les canaux, tout essayer. Mais je pense que c'est des moments de la boîte, de lancer énormément de produits, d'être sur un rythme effréné. Et je défendais à fond cette idée parce que ça nous a permis de trouver des super segments marché. Mais là, on est arrivé à un moment, ok, on a testé beaucoup de choses, on a des apprentissages sur des segments, etc. Maintenant, il faut qu'on resserre et qu'on coupe tout ce qui est pas rentable et tout, parce qu'il y a aussi le problème des équipes. Tu vois, les équipes, au bout d'un moment, quand tu as trop de segments, tu as trop de flux, etc., ça épuise tout le monde. Et normalement, en fait, si tu as beaucoup de volume, bah, tu fais rentrer plus de cash et tu peux embaucher plus. Et en fait, tu n'épuises pas tes équipes. Mais si c'est des commandes pas rentables, et bah, tu n'as pas plus de cash. Et du coup, ça fait plus de flux. Les équipes, elles sont fatiguées et il y a plus de flux, on s'en sort pas. Et tu as l'impression que tu vas jamais sortir du tunnel. Quoi. Je comprends. Arrêter du jour au lendemain, tu as des impacts positifs, négatifs. Tu te souviens de ce moment-là ? Bah ouais, le temps dispo des équipes, ça a été vraiment En fait, je pensais pas, mais ça a été génial. Du coup, ça a été vraiment une bouffée d'air. Et après, oui, il y a moins de commandes sur l'e-shop, donc on se dit est-ce que c'est grave ou pas, mais au final, non. Il y a un moment où il faut serrer les fesses quand même, pendant les quelques semaines, quelques mois, le temps que ça revienne. Et d'ailleurs, tu me dis, vous avez en 2021, vous dépensiez 100 000 euros sur l'année, vous arrêtez tout en 2022, c'est ça ? Et aujourd'hui, vous faites toujours le même CA ou de nouveau le même CA en ligne ? On fait de nouveau le même CA. Donc il y a bien eu une baisse sur la partie B2C. Il y a une baisse sur la partie B2C, mais qu'on n'a pas trop senti parce qu'on a le B2B à continuer de se développer. Okay. Donc ça, on n'a pas eu de période vraiment creuse. Ok. Et puis on a lancé d'autres produits, d'autres choses, et la charge de travail, en fait, on l'a pas senti. Ouais, la charge, elle s'est déplacée. Est-ce que tu aurais pu faire ce que vous avez fait, donc cette belle petite croissance que vous faites, sans Google et Meta ? Non, je pense pas. C'est un accélérateur de notoriété. Ouais, clairement. Et de volume. Et donc je pense que c'était super pour nous. C'était le tremplin dont on avait besoin pour exister dans l'écosystème. Et je pense qu'on l'a pris ce qu'il fallait et qu'on a arrêté au bon moment. Enfin, en tout cas pour nous. Avec la perf qu'on avait, c'était pas un modèle économique qui était pérenne, quoi. Viable et pérenne, ok, compris. Ouais. Et du coup, on s'est lancé à fond sur LinkedIn. Et la différence avec Meta, c'est déjà LinkedIn. Moi, j'adore ce réseau. Enfin, j'adore scroller LinkedIn, lire des trucs, poster des choses. Donc, je prends du plaisir et ça change tout. Et en fait, tu vois, j'ai pas un reach de ouf, j'ai pas un nombre de likes de ouf, mais le nombre de personnes qui nous suivent sur LinkedIn et qui voient ce qu'on fait, etc., et qui pensent à nous, ça nous apporte un nombre de leads, mais c'est dingue. Et je pense que là, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, mais le reach organique de LinkedIn, il est vraiment puissant. Et en fait, on montre un peu tout ce qu'on fait, un peu notre vie, on met aussi un peu notre vie perso, on raconte un peu notre vie, quoi. En fait, au final, la vie de l'atelier, mais aussi la vie perso. Et ça, les gens, ils nous ont en tête, ils suivent un peu nos aventures, et du coup, on a plein de demandes qui viennent de LinkedIn, et je pense que c'est mon premier canal d'acquisition aujourd'hui. Et alors, vous allez voir les posts de Marcelin, c'est pas non plus, enfin tu le dis toi-même, hein, c'est 40-50 likes, quelques commentaires, c'est pas fou, c'est juste que t'en fais tous les jours, t'es sur la durée, tu racontes des choses vraies, donc tu mets pas de ChatGPT dans tes... Non. Ok. Mais je trouve que ça tue trop le... Ouais, en fait, je pense que sur LinkedIn, tu vois, les posts qui sont... C'est pas le volume qui compte, c'est un peu ta touche perso, c'est ça que les gens, ils aiment bien suivre. Ils aiment bien suivre un... Tu sais, c'est comme quand tu fais un podcast, tu racontes vraiment ta vie, tes anecdotes. C'est un peu la même chose, je pense, qu'il faut raconter sur LinkedIn. De toute façon, tu le vois bien, les posts, plus ils sont perso... plus ils marchent. Ouais. Alors, là-dessus, je rebondis quand même en disant... je suis tombé sur un compte génial sur TikTok, mais qui donne pas mal de conseils, ChatGPT, mais notamment des prompts et une suite de prompts. Alors, ChatGPT, tu sais, maintenant, au sein d'une conversation, enfin maintenant, même depuis le début, garde l'historique et sait à qui il parle. Et en gros, le mec fait poser des questions à ChatGPT sur lui pour que ChatGPT comprenne bien qui il est, comment il parle, qui sont les personas, quel est son business. Okay. Il lui dit, en gros, pose-moi 20 questions pour bien me connaître. Et ensuite, il lui fournit des extraits de choses qu'il a écrites lui-même pour que ChatGPT comprenne son style. Et je t'avoue que le rendu à la fin est un peu bluffant et ça sent beaucoup plus perso qu'un simple prompt qui est écris-moi 2 paragraphes sur l'importance de bien choisir ses collaborateurs en entreprise en croissance, tu vois. Okay. Mais j'entends ce que tu dis. En tout cas, en fait, le truc c'est que tu vois, je vais
je sais pas, je me balade, je prends une photo, il m'arrive un truc, je raconte. Enfin, ça me prend autant de temps de l'écrire moi que de demander à ChatGPT. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Mais après, j'utilise aussi ChatGPT pour plein de choses. Tu utilises pourquoi ? C'est quoi la place de l'IA dans la boîte ? En fait, je commence, mais la place de l'IA, elle est pas très importante. Mais non, mais on en est tous pas au même point, mais on l'utilise pour différentes petites choses. Mais voilà, toi, tu l'utilises comment ? Par exemple, là, toutes les lettres un peu formelles, administratives, résiliation, j'en sais rien, tous les courriers que tu dois faire, je demande à ChatGPT et il me fait des trucs vraiment bluffants, quoi. Et ça, en fait, du coup, je n'ai même plus à me poser la question, toi, la structure et tout. Et je dis vraiment, je suis une société de thé, je travaille avec telle société, je souhaite résilier, nanana. Bim, il me fait le modèle et je change nom, prénom et c'est fait en 2 minutes, quoi. Cool. LinkedIn, ta méthode, ta recette, ton approche, tes rituels. Ouais, en fait, moi, j'ai une note sur mon iPhone de tous les sujets auxquels je pense. Donc dès que je pense à un sujet, je note. Donc j'ai une liste de, je sais pas, 100 ou 150 sujets sur lesquels j'aimerais bien écrire. Tu notes des sujets plus vite que tu les écris. Ouais. Ta note, elle grandit. Ok. Et ouais, clairement. Enfin, tu notes des sujets plus vite que tu écris des posts, pardon, excuse-moi, c'était pas clair. Ouais, c'est mais, ça. Ouais. Et en fait, vraiment, dès que j'ai une idée, je la note tout de suite pour pas l'oublier. Et des idées, en fait, plus t'en écris, en fait, plus t'en as. Parce que tout est un peu une idée, en fait. Ça, faut juste le décliner en post, quoi. Ce qui t'arrive. Et après, j'ai une autre note où là, je commence à écrire les posts. Par exemple, je sais pas, je suis dans le métro, il y a un sujet qui m'intéresse. Je commence à le décrire en post. Et j'ai, je sais pas, 5-6 posts qui sont préécrits. Et le matin, quand je me lève, souvent, j'aime bien commencer par un post LinkedIn. Et je prends un des posts que j'ai écrit, je le mets sur Merci App, que j'adore. Vraiment, je conseille à tout le monde pour... alors, j'ai pas de part dans la société, mais je conseille à tout le monde pour l'orthographe, pour la formulation. Enfin, c'est vraiment top. Et après, je le poste sur LinkedIn avec une petite photo, quoi. Et ça, j'essaie de le faire au moins une fois par jour. Ok. Plutôt le matin, du coup ? Ouais, plutôt le matin. Ouais. T'as un horaire de prédilection ? J'aimerais bien, mais... Fais ce que tu peux, quoi. Ouais. Et sur le format ? Sur le format. Bon, je vois tous tes posts se ressemblent. Enfin, se ressemblent. Non, mais il y a une phrase d'accroche avec un emoji, quelques lignes passées, et puis il faut ouvrir read more, enfin voir plus pour voir la suite. Tu t'es inspiré de qui ? Comment t'as fait ? Franchement, je le fais... Après, toi, il y a pas mal de comptes que je suis. Je regarde un peu, mais j'essaye de le faire vraiment perso. J'ai pas de méthode. J'aime bien écrire. Mais je pense que j'ai une façon d'écrire qui m'est propre. Alors, je suis pas un super rédacteur, mais en tout cas, ça me ressemble, quoi. Et je prends du plaisir à le faire. Et du coup, c'est pas un truc que je cherche à automatiser. C'est aussi un moment que j'aime bien, tu vois, raconter mes petites anecdotes sur LinkedIn. C'est un bon moment que je passe, quoi. Et d'ailleurs, si ma boîte elle était plus structurée, c'est un truc que j'aimerais bien faire 3 heures par jour. Et je pense que ça a un vrai impact, en fait, sur notre business. Et c'est peut-être même dommage que je le fasse pas plus. Et je pense que ça, il y a personne qui peut me remplacer là-dessus, parce qu'il faut que ce soit personnel. Il faut que ça vienne de toi. Ouais. Je suis sur ton dernier post que tu as écrit hier, où tu expliques justement que tu as disparu brutalement de LinkedIn. Et pourquoi et comment tu as fait la phrase d'accroche, là, elle est cool. Cool. LinkedIn, diversification, autre sujet que je voulais aborder. Donc vous êtes lancé un peu sur plein de choses, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu recentres sur le cœur du beauté. Ouais, en fait, on avait entamé une phase de diversification. On a été vraiment sur beaucoup de sujets. On avait lancé une cave à miel, toute une épicerie de chocolat. On avait multiplié le nombre de références de thé. On était à, je sais plus combien, peut-être 60 ou 70. On avait lancé une collection japonaise. On avait plein de collections à thème. On avait lancé les matchas. On a lancé une marque de poivre qui est d'ailleurs jamais sortie. On était sur énormément de sujets et au bout d'un moment, on s'est dit, ok, il y a plein de sujets, par exemple, je sais pas, la gestion des DLUO sur le chocolat. C'est pas comme le thé. Sur le thé, souvent, on a 2 ans, 3 ans. Sur le chocolat, on a travaillé avec des DLUO super courtes. Et en termes de stock, c'était pas du tout la même. DLUO, c'est date limite de... Enfin, c'est la date limite de consommation, mais DLUO. Ouais, c'est la date limite après laquelle le produit n'est pas optimal. Ok. D'utilisation optimale. Date limite d'utilisation optimale. Ok. D'ailleurs, la DLUO, je trouve que c'est un gros problème
ça engendre énormément de gaspillage. Enfin, les DLO, moi, je trouve que ça sert à rien. Tu mets 2 ans de DLO sur le thé. Au bout de 2 ans, les gens, ils ont l'impression que c'est une DLC et que tu peux pas consommer le thé. Alors que du thé, je sais pas, ma mère, il y a des sachets de thé qu'elle a depuis 4 ans. Le thé, il est encore très bon. Peut-être que l'aspect, il est pas optimal et que la saveur, elle est un peu changée. Mais c'est tellement dommage de gaspiller autant de produits. Et en fait, les DLO, enfin, ça, c'est un vrai combat politique, mais les DLO, ça génère énormément de gaspillage et je comprends pas pourquoi on garde ça. C'est une catastrophe. Et, enfin bref. Il doit bien y avoir une raison. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, je pense raison de santé. Et il doit y avoir tellement d'institutions et d'organismes derrière et de bureaucratie pour changer ça. Et ben, tu vois, moi, je propose un truc. Vas-y. C'est qu'au lieu de mettre des DLO, en fait, là, le problème de la DLO, c'est que ça ressemble à une DLC. Et du coup, les gens, ils se disent, bah voilà, une fois que ma viande à la DLC, elle est passée, eh ben, je peux être malade. Mais ils font la même chose avec les DLO, mais personne ne nous l'a expliqué. Et ben, au lieu de mettre une DLO, on pourrait mettre une date de fabrication. Le thé, il a été fabriqué ou mis en sachet le 3 juin 2023. Et ben en fait, quand tu l'achètes, tu sais quand il a été fabriqué. Mais on ne dit pas la date limite, tu vois. Comme ça, le consommateur, il est au courant. Le truc, il a 3 ans. Est-ce que tu as envie de l'acheter ou pas? Mais pas après cette date, il se passe un truc. Et ce serait tellement plus logique. Il y aurait écrit « à tes propres risques et périls ». Je te montre pas une photo, je l'ai retrouvée là, mais j'ai jeté un... Alors, j'aime beaucoup cuisiner, j'ai énormément d'épices. Et je viens de terminer ma muscade, une vieille muscade justement, parce que j'en ai plusieurs, qui était DLUO, je crois, 1992. C'était toujours bon? Ouais, elle était délicieuse. Bon, les épices, ça se garde, non, mais voilà. peut se garder longtemps. Mais du coup, je trouve que ça, c'est une hérésie. Et en fait, c'est une catastrophe. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début, par exemple, sur le chocolat, les DLUO, elles sont beaucoup plus courtes. Et en termes de gestion des stocks et de logistique, ça a été une galère parce qu'en fait, nous, on travaille du thé, on travaille pas du chocolat. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, il fallait pas qu'on se défocus. Et en fait, on a perdu plein de produits comme ça. Et de temps et d'énergie et d'efforts. Ouais. Faire moins, mais faire mieux. Ouais, maintenant c'est ça notre focus. En faisant moins, on va faire plus, quoi. Et du coup, on fait plus tourner les stocks, on fait moins d'erreurs, on a des process plus simples, on simplifie à fond la boîte. Et en fait, on sait ce qui fonctionne. Et on s'est rendu compte aussi que, tu vois, on avait, je sais pas, sur toutes les références de thé qu'on avait, en fait, c'est plus ou moins toujours les mêmes qui sortent. Et au final, on va rester sur 16 références, et 16 références, c'est largement assez pour le commun des mortels. Tu sais qu'on a la chance d'avoir lancé pas mal de boîtes chez Cosa Vostra. On a un startup studio, on en a planté qu'une seule. C'est une boîte qui était dans le thé, qu'on a racheté pour la développer, qui s'appelait, j'ai un doute affreux maintenant. Oui, je me souviens, j'avais bossé avec cette boîte. Mince. Ah bon, peu importe, c'est pas ça qui est... C'est pas ça qui est important. Et je vais la retrouver quand même. Maintenant, ça me taraudait. Bref, c'est une boîte box découverte, abonnement, thé, une box par mois. Et elle avait 5 ans quand on est rentré au capital. Elle était B2C. On avait l'ambition d'en faire une boîte B2B. Tu vois, livraison en entreprise, enfin abonnement en entreprise. Il y a plein de choses à faire hyper intéressantes. On n'a jamais eu l'opportunité de le faire parce que, et ça c'est un bel apprentissage, on a été peut-être trop lent à vouloir bousculer les choses. Alors je pense que quand tu fais une acquisition, quand tu fais de la croissance externe, c'est un enjeu. Et cet enjeu d'adaptation, de création de synergie, d'onboarding, il est complexe. Nous, on a été peut-être un peu trop lent et la boîte est morte avant qu'on ait eu le temps de partir sur de nouvelles opportunités. Pourquoi je te raconte tout ça? Pour la raison suivante, c'est qu'elle avait à peu près 5 ans, une boîte par mois de découverte de thé, et sur les 80 boîtes, 60 boîtes, pardon, qu'il y avait eu, donc 5 ans fois 12 mois, tu vois, il n'y avait pas eu 2 fois la même boîte. Alors que le churn, en gros, des abonnés, moyen était à, 18 mois, un truc comme ça. Tu restais abonné, tu recevais 18 boîtes. Okay. Donc c'était complètement idiot d'en avoir fait 60 sans avoir une sorte de cycle. Tu vois, tu aurais pu avoir 12 ou 13 boîtes et recommencer toujours au moins 1 à chaque nouvel abonnement, plutôt que de créer tous les mois une boîte nouvelle, ce qui était énormément de travail en conception, en rédaction, en packaging, bref. Donc, toi, tu t'es concentré sur les 12 T qui tournent le plus, c'est ça? Les 16 références. Les 16 rêves qui sont les plus demandés. Ouais, les 16 rêves. Et on diminue le nombre de segments, et pour chaque segment aussi, on a retravaillé l'offre. Toi, on a packagé une offre. Par exemple, pour le retail, on a une offre qui est notamment distribuée sur Encore Store.
Et on a une offre qui est vraiment spécifique au retail, avec des présentoirs, des testeurs, etc., etc. Et on rationalise tous les segments qu'on veut conserver. On a une offre dédiée qui est rationalisée et qui est diminuée. Et moins de produits, des offres plus segmentées et moins de segments. Intéressant. Question à bien se poser si, chers auditrices, chers auditeurs, vous vous posez la question de la diversification, justement, jusqu'où on veut aller, jusqu'où on peut aller, sans fatiguer ses efforts marketing et puis ses efforts de prod et d'ops en interne, quoi. Ouais. Mais en fait, ça paraît toujours une bonne idée parce qu'on se dit, on regarde d'autres marques et on se dit, tiens, ils font ça, ça a l'air bien, mais est-ce que déjà tu es légitime pour te diversifier ? Ça, c'est le premier point, parce que tu fais du thé, est-ce que c'est légitime de faire du chocolat ? Je pense qu'il y a une partie de la réponse, et vous le faites d'ailleurs. Vous avez fait un partenariat avec Eden, une collab avec Eden qui fait des miels délicieux et que j'ai jamais reçu sur le panier d'ailleurs. Si vous m'écoutez, vous êtes les bienvenus. Et je pense que c'est une des plus belles marques de miel en France. On aurait pu imaginer une diversification dans le miel avec du thé. Enfin, moi je mets pas dessus que je mets du miel. On a lancé aussi une cave à miel. Ah, et alors ? Vous avez arrêté. Ouais, on est en train d'arrêter. Ouais. Vaut mieux une collab. Ouais. Ça permet d'élargir un bassin d'audience et de rester... Exactement, et on reste dans ce qu'on fait de mieux. Eux restent dans ce qu'ils font de mieux. Et puis la gestion du miel, c'est pareil, c'est pas la même que la gestion du thé. Métier, ouais. C'est d'autres produits, c'est d'autres façons de stocker, c'est d'autres façons d'expédier. Enfin, c'est un autre produit. En fait, il vaut mieux qu'on fasse le thé très bien qu'on fasse moins bien plusieurs choses, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Top, Marcelin, c'était un plaisir de te revoir et de te recevoir sur le panier. J'espère, chers auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Je voulais parler de 3 petites choses encore. T'as 5 minutes ? Ouais. Parfait. Mais si vous voulez nous quitter, vous retrouvez Marcelin avec 2 L, Marcelin Pelate, P-E-L-H-A-T-E sur LinkedIn pour aller suivre ses posts quotidiens et surtout, évidemment, aller faire un tour sur Le Beauté, comme ça se prononce, comme ça s'écrit, .com pour comprendre de quoi on s'est parlé jusqu'à présent. Bon, alors, moins e-com, mais je te demandais de quel groupe tu faisais partie, qu'est-ce qui t'excitait, comment tu faisais des rencontres. Ouais, sur le réseau, en fait, on a fait... Rencontre pro, pardon. Je vais faire aussi rencontre perso. Sur le réseau, en fait, on participe à plein de groupes d'entrepreneurs, etc. Et j'ai une expérience récemment... T'es notamment dans un incubateur, d'ailleurs. Ouais. Accélérateur, incubateur. Mais ils appellent ça la pépinière. Une pépinière, très bien. ME93. Non, c'est la pépinière de la miel, à la Courneuve. Ah, ok. Pardon. Le ME93, c'est un réseau d'entrepreneurs dans le 93. Ok. Un très cool réseau que je salue. Et avec qui j'ai fait un voyage récemment aux États-Unis d'une dizaine de jours, États-Unis-Canada. On est parti avec une vingtaine d'entrepreneurs. Du 93. Du 93. Dont... Dans l'e-commerce ou... Non, de différentes sociétés. Ok. Plusieurs personnes de l'incubateur, dont des potes, et on partait aux États-Unis pour essayer d'exporter nos modèles là-bas, aux États-Unis, Canada. Et du coup... Donc un field trip business, on est d'accord. Trouver des partenaires, trouver des... Totalement business. On arrivait sur place, on visitait des incubateurs, des gens qui étaient là-bas pour nous aider à intégrer sur place, des avocats, enfin tout ce dont tu peux avoir besoin. On avait des rendez-vous personnalisés, c'est-à-dire que j'ai rencontré des distributeurs d'épicerie fine canadiens, machin, etc. Et en fait, ce que j'ai retenu de ce voyage, on a passé 10 jours, on a fait énormément de rendez-vous, énormément de meetings, machin, etc. Et j'ai rien signé. Pour plein de raisons, parce qu'on était trop petits, aller aux États-Unis c'était un peu plus gros que nous. Et, un peu prématuré. Ouais, on n'était pas prêts, pour plein de choses. Mais ce que j'ai découvert, c'est que de partir avec 20 personnes et de passer toute la journée, d'être dans les mêmes hôtels, de faire des soirées ensemble, etc. Je me suis fait des amis en fait dans ces entrepreneurs, dans ceux que je connaissais pas. Et ça c'est du vrai réseau, tu vois. Et du coup, j'ai fait plus de business avec les gens avec qui j'étais que avec les gens que j'ai rencontrés. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire comme réseau. Aller à des soirées, rencontrer des gens, parler 2 minutes et s'échanger une carte, en vrai, ça m'intéresse pas beaucoup. Je trouve ça pas super excitant. Alors que d'aller faire un week-end, je sais pas, par exemple, c'est l'idée dont je te parlais tout à l'heure, de louer une villa, de faire 2 ou 3 jours de soirée ou de chill avec une dizaine ou une vingtaine d'entrepreneurs. Ça, ce serait... ça, c'est chouette parce qu'en fait, tu vis des moments vraiment perso et du coup, tu crées des vraies relations et je pense que c'est ça le réseau qui t'apporte vraiment du business.
En fait, le but, c'est pas de faire du réseau, c'est de se faire des potes, quoi. J'entends, je comprends. C'est intéressant parce que j'étais en train de me dire que c'est exactement ce qu'on a vécu au One to One cette année, qui est une conférence e-com, la première conf e-com en Europe, en France en tout cas, et que ça mixe des confs, des rencontres et surtout des soirées où tu sors un peu du cadre, quoi. Okay. Tu fais un peu la fête. Et c'est où ? À Monaco. Ok, ah oui, mais c'est ce que t'as entendu dans le panier, je pense. Ouais, ok. Et du coup, t'as des soirées avec. Et t'as des soirées, et c'est vrai qu'en fait, autour d'un verre et avec un peu d'alcool dans le nez, tu n'as pas les mêmes sujets de conversation et ça crée des moments dont tu te souviens ensuite. Et bah ouais, tu partages des moments perso, t'aimes bien les gens et du coup, t'as envie de bosser avec eux, quoi. Et du coup, tu es dans d'autres réseaux ? Club Ouais, bah tu vois, on est adhérent au DNVB ouais. Club, enfin je sais plus comment c'est ça, DNVB Club. Ouais, on est sur leur Slack, etc. Après c'est pas mal, c'est vrai qu'ils regroupent pas mal de monde, donc tu veux échanger avec des gens, mais c'est pareil, on n'a pas beaucoup participé aux événements. On est dans les réseaux de ceux qui nous financent, par exemple Initiative, toi qui est un peu un équivalent du réseau Entreprendre. Ceux qui vous financent. Ah oui, parce que vous avez des subs ou des prêts sur l'honneur ou ce genre de choses. Ouais. Okay. Et du coup, eux regroupent aussi des entrepreneurs. Et après, le gros de nos participations, c'est tout ce qui tourne autour de l'incubateur, de la pépinière. Ok. Voilà, mais en fait, j'aimerais ce format de week-end, de passer des soirées avec des gens, etc. J'aimerais en vivre plus et j'ai pas encore le format qui me plaît. Et bon, on va y travailler. Cool. Marcelin, c'était un plaisir. Ouais, je le redis. Merci beaucoup, Laurent, de m'avoir réinvité pour ce catch-up. C'était vraiment chouette. Et c'était cool de te revoir. Bonne chance pour cette prochaine année et du coup ce nouveau chapitre. Ouais. C'est ça, hein, plus B2B. Ouais, maintenant on est un fabricant, on va lancer des marques de thé pour les autres. Et c'est la nouvelle pierre à ce petit édifice qu'on a commencé il y a 5 ans maintenant. Sur lequel vous êtes seul au capital. Hein. On est seul au capital. T'avais pas fait de levée de fonds. Ouais. Ok. Avec ta compagne. Avec ma compagne, ouais. Et ça se passe toujours bien. Tu vas pas me dire le contraire parce que t'es au micro et c'est enregistré, mais... Ouais. Non, il y a des hauts, il y a des bas, j'imagine que parfois vous prenez la tête ou pas ? Non, on se prend pas la tête et moi c'est... Enfin, Tuvi, c'est quelqu'un que j'admire pour ce qu'elle fait. Et en fait, si jamais c'était pas avec elle, demain, cette boîte, je pense que j'arrêterais. Parce que toute l'essence, en fait, je pense que c'est elle qui a la touche design qui fait la différence. Parce que je pense que tu peux être très fort en design, en qualité de produit, en finition, etc. Mais elle, je pense qu'elle est un peu au-dessus des gens que j'ai pu rencontrer. Et en fait, sans elle, j'ai pas envie de continuer parce que je pense qu'on perdrait cette touche-là, quoi. C'est une très très belle déclaration d'amour. Je vous propose de terminer là-dessus. Marcelin, merci infiniment. Merci Laurent. Vie, bravo. Et je te dis à bientôt. Salut. Salut à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.